C'est une série qu'on espère nous permettra de réimaginer le Nouveau-Brunswick dans un contexte post-pandémie. Virage, c'est 8 conférences avec 8 enjeux précis au Nouveau-Brunswick avec des invités experts du domaine. Ce matin, on cherche à savoir comment on aborde la réalité démographique et celle du marché du travail au Nouveau-Brunswick avec Richard Saillant, Nathalie Savoie puis Myriam McNee. Donc, je me présente, je m'appelle François Poirier, je suis un étudiant en marketing à l'Université de Moncton. Je suis passionné de politique puis du monde des affaires, donc c'est moi qui vais être le modérateur dans la série Virage du côté francophone. Je vous rappelle que Virage, c'est des conférences qui sont enregistrées puis qui seront disponibles pour revisionnement au viragenb.ca. La semaine dernière, on a discuté de la situation fiscale de la province puis de la collaboration régionale. Mardi dernier, on a discuté de l'économie du Nouveau-Brunswick. Si jamais vous avez manqué ces épisodes-là, je vous invite fortement d'aller les revisionner sur notre site web. Donc, suite à la conférence, on se dirige directement au studio avec Kodiak FM en collaboration avec l'Association des radios communautaires et acadiennes du Nouveau-Brunswick pour l'enregistrement du balado Virage, reprise et réimagination du Nouveau-Brunswick qui sera animé par Anthony Hazard. Puis, le but du balado, du podcast, c'est vraiment pour creuser dans les détails de ce qui aura été mentionné pendant la conférence. Vous allez voir, 1 heure, ça passe vraiment vite avec Virage Nouveau-Brunswick. Vous allez être plein d'informations. Donc, le balado, ça nous sert vraiment pour aller dans les détails. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, puis tous les liens seront disponibles sur le site web, encore une fois, viragenb.ca. Donc, avant d'aller plus loin, on aimerait reconnaître les partenaires derrière cette initiative. Il y a le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, le Conseil d'entreprise du Nouveau-Brunswick, le Canadian Manufacturers and Exporters, Tech Impact, le Conseil multiculturel du Nouveau-Brunswick, la Chambre des commerces de Moncton, Fredericton et Saint-Jean, la Chambre des commerces de l'Atlantique, le Pont Spandy Center à l'Université du Nouveau-Brunswick, puis nos partenaires au gouvernement du Nouveau-Brunswick et de l'APECA. Pour rendre la conférence un petit peu plus interactif, on a 2 petites questions pour vous qui devraient apparaître là, à votre écran sous peu. Puis on vous invite à les répondre. C'est des questions qui sont directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Puis c'est quelque chose qu'on va aborder avec nos panélistes là, vers la fin de la conférence. Donc, rapidement, pour vous mettre en contexte, avec la série Virage, on essaye non seulement de s'orienter vers le changement post-pandémie, mais c'est aussi de comprendre les actions du passé puis ce qui a déjà été fait qui nous a amenés dans la situation de la province actuelle. Pour structurer les conférences, le comité s'est vraiment basé sur les 4 nobles vérités. La première puis la deuxième, c'est surtout ce qui va être abordé par les panélistes. Donc, la première, c'est quoi les problèmes ou les difficultés qui nous tirent vers l'arrière? Quelle est la douleur du Nouveau-Brunswick? La deuxième, c'est qu'est-ce qui cause ces problèmes? La troisième puis la quatrième seront adressées par l'entremise du dialogue avec le public. On cherche à savoir qu'est-ce qui résout ces problèmes. Puis la quatrième, comment on assure de l'action puis des engagements. Puis savoir vraiment qu'est-ce que le futur au Nouveau-Brunswick pourrait ressembler. Donc finalement, on veut votre engagement avec ces conférences ici, avec cette série ici. Puis on vous encourage fortement de participer. Dans le bas de votre écran, vous allez voir sur Zoom, il y a une petite fonction, la question-réponse. C'est là où vous allez être capable de poser vos questions. On va faire notre possible pour que les conférenciers puissent répondre à la question là, en temps réel. Mais si jamais que votre question ne sera pas répondue, on les transfère au balado où est-ce que les questions pourront être répondues là, plus en détail. On travaille aussi avec la technologie. Là. Ça se pourrait toujours qu'il y ait un petit problème technique, mais on a une merveilleuse équipe technique en arrière de nous. Ça fait que si jamais il y a quoi que ce soit, restez avec nous, puis on va faire notre possible pour réparer ça dans les plus brefs délais. Donc, avec tout ça, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter nos panélistes pour aujourd'hui. Donc, encore une fois ce matin, Richard Saillant est avec nous. Richard Saillant est un économiste et consultant en politique publique établi à Moncton. Richard est un ancien cadre du secteur public avec 20 années d'expérience dans les secteurs gouvernemental et académiques. Il a rédigé ou édité 4 livres, y compris Au bord du gouffre, Agir dès maintenant pour éviter la faillite du Nouveau-Brunswick, et 2 pays, le Canada à l'ère de grands déséquilibres démographiques. Donc, Richard, bienvenue encore une fois ce matin. Ça va bien? Merci, François. Ça va très bien. Ça fait que vous avez une présentation pour nous autres. Je vous laisse partager l'écran. Puis, Parfait. Alors, je me mets en mode partage d'écran. Partage et voilà. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous parler un peu de
mettre la table en termes de démographie, marché du travail au Nouveau-Brunswick, pourquoi c'est important et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation. Donc, je vais commencer en vous rappelant pourquoi on parle du point de vue économique. Là. Il y a d'autres raisons pour parler d'immigration, parler de démographie, marché du travail. Mais du point de vue économique, le vieillissement de la population, bien sûr, faire en sorte qu'il y a de moins en moins de travailleurs pour les emplois qui sont disponibles. Et puis, ben, c'est important de s'assurer qu'on ait un bon volume de gens du secteur dans l'économie parce que la croissance économique, fondamentalement, dépend de deux facteurs. Donc, le premier, c'est le nombre de travailleurs. Le deuxième, c'est la productivité du travail, donc la valeur produite par chaque heure de travail. Et si on regarde le graphique à la droite, ce que vous allez voir, c'est qu'entre 1999 et 2008, l'économie du Nouveau-Brunswick croissait à un rythme très fort. En fait, c'était aussi fort que dans le reste du pays. Et la population active, donc le nombre de travailleurs et de travailleuses, augmentait lui aussi. Alors, si on regarde 2008-2018, ce qu'on voit, c'est que la production, ici, je vous donne l'exemple du secteur privé, la production a stagné complètement, donc on a une économie qui stagne, mais en même temps, on voit que la population active, le nombre de travailleurs a diminué considérablement. Donc, c'était simplement pour vous montrer qu'il y a une corrélation très ferme là, entre le nombre de travailleurs et la croissance économique. Bien sûr, la raison fondamentale pour laquelle on a moins de travailleurs, ou du moins on avait moins de travailleurs au Nouveau-Brunswick dans les quelques années qui viennent de s'écouler, c'est qu'à chaque année, il y a bien davantage de Néo-Brunswickois qui atteignent l'âge officiel de la retraite, donc les 65 ans, que l'âge officiel de travailler, qui est 15 ans. Donc, à gauche, vous voyez ce qu'on appelle la pyramide des âges du Nouveau-Brunswick, avec, bien sûr, entre l'âge de 55 et 74, vous voyez qu'il y a une espèce de toit sur la maison, si vous voulez considérer la structure qu'on voit là un peu comme une maison. C'est la génération du baby boom, qui au Nouveau-Brunswick continue d'être la génération la plus importante. Mais au Canada, dans l'ensemble, c'est plus le cas. La génération des milléniaux, proportionnellement parlant, c'est plus nombreuse que celle des baby boomers. Donc, on va en parler plus tard pourquoi c'est le cas, mais ce que ça vous dit, ça, c'est que cette formation-là de gens qui sont dans l'âge de 55 à 64, disons, au fur et à mesure qu'ils vont prendre leur retraite, ce qu'on voit, ce n'est pas suivi par un nombre de jeunes entre 10 et 14 ans qui correspond à ce nombre de personnes de 60 à 65 ans, par exemple. Le graphique de droite vous le montre une autre manière de visualiser la chose. La ligne bleue, c'est le nombre de personnes qui ont 15 ans et qui atteignent l'âge de 15 ans chaque année. Et la ligne rouge, c'est le nombre de personnes qui atteignent l'âge de 65 ans chaque année. Vous voyez que les deux se croisent en 2011. En 2011, c'est l'année où le premier baby boomer a atteint l'âge officiel de la retraite de 65 ans. Historiquement, vous voyez, en 71, par exemple, le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus de 15 ans, pardon, était bien plus nombreux. C'était près de 4 fois plus nombreux que le nombre de personnes qui atteignaient l'âge de 65 ans. Donc, pendant presque 40 ans, la démographie a soufflé sur l'économie du Nouveau-Brunswick, l'a propulsé vers l'avant. Et puis, à partir de 2011, là, vous voyez la situation qui s'est renversée. Et puis, dorénavant, la démographie, le vieillissement de la population, plutôt que d'être une force de croissance économique, devient un défi. Par contre, au cours des dernières années, je dirais depuis 2017-2018, on a vu une stabilisation de la situation de Nouveau-Brunswick. Ce qu'on voit, par exemple, la ligne bleue, vous voyez la population des 15-64 ans. C'est important, ça vous donne un peu le bassin là, avant l'âge officiel de la retraite. Je dis officiel, on peut en parler tout à l'heure, il y a des gens qui travaillent bien au-delà de 65 ans. Vous voyez la population des 15-64 qui s'est stabilisée, donc c'est un bon signe. Par le passé, cette population-là augmentait, mais au moins là, elle s'est stabilisée. La population active, le nombre de travailleurs, lui, a augmenté. En bonne partie, ça, c'est que c'est une combinaison. On a davantage de gens qui nous viennent d'ailleurs, mais on a aussi une économie qui allait bien avant la crise du COVID. Donc, quand l'économie va bien, puis ça fait des années que ça va bien, plutôt bien, je parle à l'échelle nord-américaine, on a tendance à voir un taux de participation, un taux d'activité dans chaque groupe d'âge augmenter. Et c'est ce qui s'était produit. Là, on va aller dans la diapositive qui vous explique ce qui s'est produit dans les dernières années. Avec le départ à la retraite des baby boomers, il y a de nombreux emplois qui sont devenus disponibles. Ce que ça fait, c'est lorsque les emplois sont disponibles, c'est que des gens qui vivent au Nouveau-Brunswick, qui auraient autrement quitté pour aller occuper un emploi ailleurs, peuvent maintenant, si vous voulez, rester au Nouveau-Brunswick. Donc, en 2014-2015, si vous voyez le solde de la migration interprovinciale, ça, c'est la différence entre le nombre de personnes qui
viennent au Nouveau-Brunswick des autres provinces et le nombre de Néo-Brunswickois qui quittent. À l'époque, 5 ans passés, ça faisait une contribution négative. On perdait de la population parce que les gens quittaient la province. C'était une terre d'exil jusqu'à un certain point, si vous voulez. Et puis, ce nombre de personnes-là qui quittaient la province était plus élevé que les nouveaux arrivants de l'extérieur du pays. On parle en bleu foncé, vous avez les résidents non permanents, donc étudiants internationaux, travailleurs étrangers temporaires. Et en bleu pâle, vous avez le solde d'émigration, donc le nombre de personnes qui immigrent, d'immigrants qui viennent au Nouveau-Brunswick, moins le nombre de personnes qui ont émigré. Donc, si vous avancez maintenant 5 ans plus tard, ce que vous voyez, c'est que la situation a complètement changé. Si vous voyez le recensement de 2016, vous vous rappellerez que la population de la province a diminué. C'est largement expliqué par ce que vous voyez là, en 2014-2015, par exemple. Mais depuis lors, la population de la province, comme on va le voir, s'est mise à augmenter. Pourquoi? Parce que, d'une part, on ne perd plus de gens aux autres provinces. En fait, on en gagne. En fait, puis une partie de ça, c'est sur tout le spectre de l'âge, à l'exception des 15-24 ans, puis ça, c'est normal. Même chez les 15-24 ans, on perd moins de gens qu'on en perdait auparavant, par exemple, qu'une dizaine d'années. Et pour tous les autres cohortes d'âge, on gagne des gens. Et puis même aussi dans les 50 ans et plus, puis c'est un signe aussi que le Nouveau-Brunswick est en train de devenir une destination pour la retraite. Ce que vous voyez en bleu pâle, c'est le solde de l'immigration qui continue d'augmenter. Donc, on a une bouffée d'air frais qui nous vient de l'immigration. Et juste la migration en 2018-2019 a contribué à l'augmentation de la population du Nouveau-Brunswick de plus de 7 000 résidents. 7 000, OK? Puis, c'est le seul moteur de croissance de la population au Nouveau-Brunswick parce que maintenant, les décès sont plus nombreux que les naissances. Donc, ce que vous voyez là, ça se transpose dans un graphique de croissance de la population entre de 2012 à environ 2015, c'était stagnant. Mais ce que vous voyez par la suite, c'est une croissance de la population parce que les baby boomers sont de jeunes aînés. Donc, le renversement de la situation migratoire résulte d'une population qui s'accroît parce que les baby boomers sont toujours parmi nous. Donc, plus tard, lorsque les baby boomers entreront dans des cohortes de taux de mortalité plus élevés, l'impact total de l'augmentation de la migration va être réduit par des taux de décès qui sont plus élevés malheureusement. Mais pour l'instant, la migration se traduit par une augmentation de la population du Nouveau-Brunswick. Ça, c'était pour vous donner une mise en contexte. Maintenant, on va parler un peu de la crise du COVID et qu'est-ce que ça a fait sur le marché du travail. Donc, l'impact immédiat de la crise, si vous voulez, sur le marché du travail. Je vous présente un graphique rapidement pour vous parler de quels secteurs ont été les plus affectés. Mais avant de vous parler secteur par secteur, on va parler un peu en termes globaux. Ce que vous voyez, c'est la croissance de l'emploi de février à avril 2020. Depuis mai, les données sont sorties, là, mais je n'ai pas eu le temps de l'inscrire là, puis je voulais pas. Je pense qu'en anglais, on présentait aussi des chiffres qui allaient surtout de février à avril. Ce qu'on a vu, c'est une perte d'environ 50 000 emplois de février à avril, soit environ 13 %. L'impact était plus lourd que ça encore parce que les gens travaillent moins d'heures. Donc, au total, le nombre d'heures travaillées dans l'économie avait baissé à l'échelle du Canada d'environ 25 %. Les données ne sont pas disponibles uniquement pour le Nouveau-Brunswick. Le taux de chômage avait presque doublé, passant à 13,2 % et la population active avait diminué de 21 000, le nombre de travailleurs. Ce que ça veut dire, la population active, ce n'est pas juste les travailleurs, les chômeurs, c'est aussi les gens qui quittent le marché du travail ne sont plus dans la population active. Donc, ceux qui sont découragés, qui se sont dit « je ne cherche pas pour un emploi », ne sont pas comptés dans la population active. C'est pour ça que la population active n'a pas diminué autant que le nombre de chômeurs. Si vous regardez dans le graphique maintenant, ce que vous voyez, c'est que l'hébergement et la restauration, ça a été frappé très dur, comme vous pouvez l'imaginer. Les taux d'occupation dans les hôtels sont passés au-delà de 70 % à environ 15 %. Les restaurants étaient fermés, sauf pour les take-out, etc. Si vous regardez l'industrie suivante, c'est le service d'entretien, bâtiment et autres soutiens. Ça, c'est là où on trouve les centres d'appel et puis les centres de soutien administratif. Et beaucoup de nos centres d'appel traitent dans le domaine de l'hébergement, pas la restauration, mais l'hébergement. Et puis, il y a eu un ralentissement, bien sûr, dans ce secteur-là. Si on s'en va à l'extrême gauche, vous voyez que tout ce qui est services professionnels, soutien technique, administration publique, soins de la santé, tout ça, la décroissance a été très faible. Et puis ça, c'est explicable largement par le fait que le secteur public est important. Donc, ça vous donne une idée là, de la situation en termes graphiques là, de la crise à l'intérieur simplement de 2 mois. Donc, la situation présente, le nombre d'immigrants au Nouveau-Brunswick, travailleurs étrangers temporaires, étudiants internationaux qui arrivent est en chute libre. On continue de faire le traitement des différents dossiers, mais la capacité de venir au Canada ou dans la province est beaucoup moindre qu'elle était auparavant.
Bonne nouvelle, d'après des sondages récents, les Néo-Brunswickois continuent de croire en l'importance d'accueillir des gens de l'extérieur pour soutenir l'économie. Donc, ce n'est pas une situation qui, pour l'instant, semble affecter le sentiment à l'endroit de l'immigration et des travailleurs étrangers temporaires. La dynamique démographique de la province n'a pas fondamentalement changé. Le vieillissement continue, donc on va continuer d'avoir des besoins. En fait, en accueillant moins de gens cette année, ça veut dire que la province va vieillir maintenant plus rapidement qu'elle ne l'aurait fait avant la crise. Et puis, cette crise-là pourrait avoir un impact sur le nombre de personnes venant s'établir au Nouveau-Brunswick pour quelques années. Il est trop tôt pour spéculer, de spéculer sur l'impact que va avoir la crise sur le nombre d'immigrants à court terme au Canada. Mais ce qu'on entend de beaucoup de gens maintenant, par exemple, le président de la Fed hier a dit que ça va prendre plusieurs années avant que le taux de chômage se retrouve là où il était auparavant. Donc, on ne veut pas trop spéculer, mais il y a peut-être une possibilité que ça mène à un mouvement pour une réduction temporaire du nombre d'immigrants. Je ne le sais pas, j'espère que ce n'est pas le cas, mais à ce moment-ci, il y a un peu un impondérable. À plus long terme, et puis ça, je vais essayer de passer à travers tout ça plus rapidement, mais à plus long terme, je vais encore rappeler l'importance de l'immigration, l'importance des gens de l'extérieur de la province pour l'économie du Nouveau-Brunswick. Je vous rappelle, d'une part, un argument central au niveau de l'immigration, on parle de vieillissement de la population, mais lorsqu'on a un bon nombre d'immigrants, l'immigration devient une véritable cure de rajeunissement pour notre province. Et je pense que je n'ai pas besoin de commenter largement pourquoi c'est le cas. Vous avez qu'à regarder cette pyramide des âges pour la population générale du Nouveau-Brunswick à gauche versus la population des immigrants au Nouveau-Brunswick, avec un âge médian qui est beaucoup plus faible. Là, j'ai vu que l'âge médian n'est pas disponible pour la population générale, mais c'est environ 46 ans. Donc, ce que vous voyez là, c'est que les immigrants nous arrivent dans la fleur de l'âge, souvent 25, 29 ans, 30, 34 ans. C'est des âges aussi où soit ils ont des enfants jeunes ou sont sur le point d'avoir des enfants. Donc, je faisais la blague que si on veut avoir plus de bébés au Nouveau-Brunswick, il faut accueillir davantage d'immigrants parce qu'avec la femme moyenne, l'homme médian aussi, là, à 46 ans, ce n'est pas exactement la fleur de l'âge pour avoir des enfants. Donc, vous voyez, la pyramide des âges, c'est très important, l'impact de l'immigration. Puis on le voit déjà, les bénéfices d'une immigration plus forte sont clairement visibles. Puis ça, j'ai fait une chose très rapide, là, pour une comparaison très rapide. Et en bas, vous voyez que c'est dans le graphique, vous voyez que c'est écrit en anglais. Je suis désolé, je n'ai pas été en mesure de changer ça. Il y avait un petit peu technique. Mais ce que vous voyez dans la colonne bleue, c'est ce qui se serait produit si personne n'avait quitté le Nouveau-Brunswick et personne ne serait venu au Nouveau-Brunswick, si on n'avait pas eu de migration. Ben, qu'est-ce qui se serait produit? Le Nouveau-Brunswick, au cours des 5 dernières années, au lieu de gagner 1000 jeunes, parce que au cours des 5 dernières années, on a gagné des jeunes de 0-14 ans, on en aurait perdu 5000. Le nombre de jeunes en âge de travailler, les 15-24 ans, au lieu de diminuer de 7000, au lieu de diminuer de 3500, tel qu'il a diminué, on en aurait perdu le double. Et le nombre de Néo-Brunswickois en âge de travailler, comme vous voyez, au lieu de diminuer, d'âge de travailler 25-54 ans, parce que les immigrants, pour la plupart, ont moins de 50 ans, ce que vous voyez, au lieu de baisser de 13 500, il aurait baissé de 20 000. Donc, on voit déjà l'impact de l'immigration sur le marché du travail, mais aussi sur notre structure démographique. Donc, on a parlé d'immigration, c'est très important, mais lorsqu'on parle de marché du travail, il ne faut jamais oublier le fait aussi qu'il faut travailler sur tous les plans. Il faut que ça devienne un projet de société. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'il faut permettre aux gens qui veulent travailler au Nouveau-Brunswick d'essayer d'enlever les obstacles à leur participation au marché du travail. Puis, si vous regardez ici, à certains égards, j'ai comparé, je vous offre un graphique qui compare le Nouveau-Brunswick au Canada. Ce que vous voyez, c'est qu'à certains groupes d'âge, le Nouveau-Brunswick n'est pas nécessairement, ne fait pas mauvaise figure. Si vous regardez les 15-24 ans, la participation est un peu plus élevée que dans l'ensemble du pays. Ça peut refléter aussi une fréquentation universitaire et collégiale qui est un peu plus faible. Donc, il ne faut pas aller penser que c'est toujours une bonne chose là, que le taux de participation taux d'activité soit plus élevé. J'aurais dû mettre taux d'activité, je m'excuse, c'est écrit taux de participation. Et les 25-44 ans, c'est à peu près pareil. Par contre, au niveau des 45-64 ans, 60-64 ans, 65,
69 ans, c'est un peu plus faible. Il peut y avoir des raisons, de bonnes raisons pour ça, mais ce que ça nous dit, c'est qu'il faut quand même encourager, dans la mesure du possible, par les politiques publiques, mais aussi les politiques au niveau de l'entreprise, permettre aux personnes un peu plus âgées sur le marché du travail de rester en place si c'est possible. Et il y a une série de choses que l'on peut faire. Ce n'est pas tous les travailleurs qui sont plus âgés qui veulent travailler un horaire régulier de 40 heures. Donc, par exemple, on peut faire preuve de plus de souplesse, etc., etc. Donc, c'est juste un rappel que pour faire face aux défis démographiques, il y a plusieurs chantiers sur lesquels travailler, pas uniquement celui de la migration. Donc, je pense que je vais terminer là. Et puis, ça fera plaisir, bien sûr, plus tard de répondre à des questions si vous m'en adressez. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Richard, pour la présentation. Je pense que ça va certainement susciter des questions. Puis encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions avec la petite fonction questions-réponses sur Zoom. Donc, n'hésitez pas, on va revenir avec Richard sous peu pour répondre aux questions. Donc, notre première invitée, Nathalie Savoie, a obtenu un diplôme en administration des affaires, comptabilité au CCNB de Bathurst et est membre active du groupe ECHO 1 du Wallace McCain Institute. Au cours de sa carrière au groupe Savoie, Nathalie a débuté en 1999 au service de comptabilité et a ensuite occupé une variété de postes au sein de l'entreprise familiale. Depuis avril 2016, elle assume la présidence du conseil d'administration du groupe Savoie. Et en août de la même année, elle devient vice-présidente des ressources humaines. Elle siège au conseil de la Fondation Hector Savoie, un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'aider les gens dans le besoin depuis 2003. Donc, Madame Savoie, bienvenue à Virage Nouveau-Brunswick. Donc, pouvez-vous nous partager un petit peu là, la réalité là, chez vous là, avec le groupe Savoie, puis un petit peu là, de vos commentaires là, par rapport à la présentation de Richard? Oui, absolument. Merci pour l'introduction, puis merci aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la situation démographique du Nouveau-Brunswick est quand même inquiétante depuis un bon moment déjà. J'ai beaucoup apprécié la conférence de M. Saillant tantôt. Puis, je suis définitivement pas une experte en la matière, mais ça me fait plaisir de partager notre expérience au groupe Savoie. Comment la situation nous a affectés, nous affecte encore. Puis, je vais commencer en parlant de la période avant le COVID. Alors, depuis quelques années, comme ça se produit partout au Nouveau-Brunswick, on a vu notre main-d'œuvre vieillir. On compte maintenant plus de 160 employés qui sont âgés de plus de 55 ans. Alors, c'est le tiers de nos employés qui vont se retirer dans les prochains 10 ans. C'est quand même beaucoup. Puis, je suis pas mal certaine qu'on n'est pas les seuls ou le seul employeur dans la province ou même au pays qui est dans une situation semblable. Alors, il fallait quand même agir pour ne pas se retrouver avec 160 personnes en moins dans 10 ans. Puis, ça devenait de plus en plus difficile de recruter des gens pour justement remplacer ces gens-là ou même si on avait des nouveaux projets, des nouveaux clients pour répondre à nos besoins en main-d'œuvre. Alors, quoique on n'a pas laissé tomber nos efforts de recrutement au niveau local, puis on ne les laisse pas tomber encore non plus, on a dû se rendre à l'évidence que ce n'était pas suffisant. Puis, on regarde aussi toutes les opportunités d'amélioration de nos processus en usine, d'automatisation, quand c'est possible de le faire. Mais reste qu'on a un manque de main-d'œuvre à combler quand même. Puis, on a même quelquefois dû refuser des commandes dues au manque de main-d'œuvre par le passé. Alors, on s'est tourné vers l'immigration il y a environ 3 ans, je dirais. Puis maintenant, on compte environ une cinquantaine d'employés immigrants qui viennent de plusieurs différents pays dans le monde. D'autres sont en chemin aussi pour s'en venir, si on veut, mais on a dû mettre ça sur la glace, si on veut. Quand le COVID est arrivé, tout a arrêté. Mais présentement, on en a quand même 50. La plupart de ces 50-là sont venus avec leur famille. Plusieurs ont des enfants. Alors, ça représente pour la communauté de Saint-Quentin et les environs, je dirais environ 120 personnes. Ça fait des enfants dans nos écoles. Alors, c'est bon pour l'économie locale, c'est bon pour les services et tout ça. Je crois que c'est quand même bien pour une petite région de 2 000 à 3 000 habitants, 120 nouvelles personnes.
Puis, évidemment, avec ça, il est venu des défis. Un des premiers défis ou des plus grands, peut-être le défi de la langue. On a des gens qui parlent différentes langues. Ici, Saint-Quentin, c'est une communauté francophone. Alors, parfois, ça peut être difficile de trouver un travail pour la conjointe ou le conjoint. Si le conjoint ou la conjointe ne parle pas soit le français ou l'anglais, c'est difficile. Les enfants dans les écoles aussi. Il y a eu un peu d'instabilité face au côté service de francisation dans les écoles au début. Alors là, ça semblait plus stable, disons, avant le COVID. Ça allait de mieux en mieux, mais c'est difficile pour les écoles d'accueillir, disons, des enfants qui parlent seulement le russe si tu n'as pas les ressources à l'interne pour aider à leur intégration. Puis c'est sûr que si les enfants sont heureux à l'école, ça va bien, mais ça va faire en sorte, ça va augmenter nos chances de rétention de nos employés par le fait même, puis pour la communauté. À part ça, on a aussi fait face à des problèmes de logement ou des manques de logement. On travaillait là-dessus, on avait différentes initiatives, puis on commençait là, à avoir des solutions. Puis les côtés positifs, il y en a plusieurs. C'est plus de gens dans la communauté, comme je disais tantôt, de la diversité culturelle, puis la population en général, ou en majorité, je dirais, a très bien accueilli les nouveaux arrivants. Les enfants aussi, dans les écoles, puis même des fois, les enfants arrivaient, parlaient pas le français ni l'anglais, mais les autres enfants étaient curieux de vouloir apprendre la nouvelle culture, curieux de vouloir connaître ces nouvelles personnes-là. Alors, c'était très bien. Puis la population en général, même chose. Un petit quelque chose qu'on remarque, par contre, c'est que ces gens-là ont tendance à socialiser seulement entre eux à l'extérieur du travail, puis à ne pas trop se mêler au reste de la population. Ils vont les rencontrer à l'épicerie ou des choses comme ça. Mais alors ça, c'est peut-être un défi pour vraiment bien les intégrer dans la population, puis qu'ils apprennent le français aussi. Ils ont des cours de français d'offerts, mais c'est sûr, s'ils ne le pratiquent pas, ça avance moins vite de ce côté-là. Puis aussi, je ne ferai pas l'autruche sur le fait qu'il y a sûrement eu des situations où il y a des gens qui ont été victimes de racisme ou quelque chose du genre, d'intimidation. Je crois que ça a été très minime, par exemple, parce qu'on fait souvent des suivis avec ces gens-là pour savoir si ça va bien, puis pour leur dire que c'est quelque chose de ne pas hésiter. Mais ça doit être arrivé, alors c'est quelque chose qu'il faut être aux aguets, il faut faire attention à ça, parce que c'est certain qu'on ne veut pas que ces gens-là vivent ça. Alors, avec tout ça, je dirais qu'avant le COVID, on commençait à être quand même en contrôle de notre manque de main-d'œuvre. Mais ensuite, le COVID est arrivé qui a un peu freiné nos efforts de ce côté-là. Puis c'est difficile à savoir après le COVID qu'est-ce que la situation va être côté économie, côté marché, mais la situation démographique ne se sera sûrement pas améliorée dans la province, sinon le contraire. Alors, il va falloir reprendre nos efforts de ce côté-là pour continuer d'aller d'avant. Puis on reste optimiste qu'on va passer au travers, puis après... on fera face à d'autres défis. Alors, je vais arrêter pour l'instant, puis je vais redonner la parole à François. Merci beaucoup, Mme Savoie. C'est intéressant là, de comprendre les défis, là, surtout d'une entreprise comme ça. Donc, on revient justement avec vous dans quelques instants. Là. Je vous rappelle qu'on a toujours la petite fonction questions et réponses. Posez vos questions. On revient avec le panel complet là, après notre dernière invitée pour répondre à vos questions. Donc, notre dernière invitée pour aujourd'hui, Myriam McNee, est directrice de l'Association multiculturelle sans but lucratif de la région du Grand Moncton. Présidente du partenariat local pour l'immigration du Grand Moncton et membre du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick. Originaire de Tunisie, Mme McNee est diplômée en mathématiques appliquées de l'Université des sciences et en littérature britannique de l'Université des lettres de Tunisie. Parlant couramment l'anglais, le français et l'arabe, elle a occupé de nombreux postes clés au sein d'organisations de haut niveau. Ces expériences, combinées à sa propre expérience, lui ont donné l'élan et la perspicacité nécessaires pour guider l'Association multiculturelle du Grand Moncton vers l'accomplissement de sa mission. Madame McNee, bienvenue à Virage NB.
Merci. Donc, vos propos là, en ce qui concerne ce qu'on a entendu des panélistes, là, puis un peu là, avec votre expérience. Premièrement, je voudrais commencer par remercier toute l'équipe qui est derrière l'organisation de cette série. C'est une excellente opportunité pour avoir des discussions qui peuvent éventuellement aider les décideurs à mettre la province et la région en général sur les bonnes rails, surtout après la pandémie et quand on reprend l'activité normale. J'apprécie l'opportunité en tant que leader de Magma, oui, mais aussi en tant qu'immigrante. Donc, je peux partager mon point de vue de ces deux perspectives. J'avais quelques points. D'habitude, on commence par les discuter des soucis et puis faire des recommandations. J'ai choisi de faire les choses à l'envers. Donc, je vais faire des recommandations, partager mon point de vue sur comment on doit faire les choses et puis expliquer pourquoi et démontrer pourquoi ces recommandations sont utiles et c'est quoi la situation maintenant. Pourquoi on a besoin de peut-être changer la façon dont on fait les choses. Richard, tout à l'heure, a dit dans la première diapo de sa présentation que la croissance économique dépend principalement de deux facteurs. La croissance démographique, mais aussi la productivité, combien on produit. Et ensuite, il a dit aussi que, et on ne peut pas le dire plus clair que ça, que le seul moteur de la croissance démographique maintenant est l'immigration. C'est le seul moteur de notre croissance démographique. Donc, on ne peut pas voir les choses plus claires que ça. Il n'y a pas une autre option. Ce n'est pas le moteur principal, c'est le seul moteur. Et donc, si on sait déjà où est-ce qu'on doit mettre notre focus, il n'est pas utile de réinventer ou de essayer de créer de nouveaux programmes, ou nouveaux projets ou de nouvelles initiatives tant qu'on sait qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, la semaine dernière, dans le sommet atlantique, je pense qu'il y avait des données partagées sur le genre de besoin dans le marché de travail maintenant, le besoin du marché de travail en termes de diplôme, d'éducation. Donc, il paraît que 40% du marché de travail ou bien des postes disponibles ont besoin d'avoir un diplôme secondaire seulement. 40% à peu près, ils ont besoin de métiers spécialisés et seulement 20% des postes disponibles ont besoin d'éducation post-secondaire. Donc, le genre d'emploi qu'on a dans la province ne nécessite pas nécessairement une éducation supérieure. Et pourquoi je pense que c'est important? Parce que ce n'est pas vraiment aligné avec ce qu'on fait quand on va en mission de recrutement pour recruter des nouveaux arrivants, pour les attirer pour venir à la province. Donc, notre processus d'immigration, les divers programmes qu'on a, on demande un certain niveau d'éducation, on demande un certain niveau de langue, soit écrite anglaise ou française, à part plusieurs autres points. Alors, quand on va en mission, par exemple, on recrute ce genre de profil. Il faut que tu aies ce niveau d'instruction ou d'éducation, il faut que tu parles à un tel niveau de langue, et puis l'ensemble de tes qualifications te ramène à un score qui t'autorise de venir à la province ou pas, qui te qualifie ou pas. Et ce qu'on ne dit pas, quand on est en train de recruter à l'extérieur du Canada, ce qu'on n'est pas tout à fait transparent quand on discute, c'est qu'au moment où on est arrivé au Canada, tous ces diplômes, en général, ils ne vont rien valoir. On pourra pas, les immigrants, ils ne pourront pas travailler en utilisant ces diplômes. Donc, ils arrivent ici avec des rêves que la province elle a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, il y a beaucoup de travail disponible, le taux d'emploi, de chômage, il est beaucoup moins élevé qu'ailleurs au Canada, mais ils ne savent pas que quand ils arrivent ici, ils ne pourront pas travailler dans leur domaine ou avec leur diplôme. Donc, leur expérience, tant qu'elle n'est pas canadienne, ne sera pas reconnue. Ils ne pourront pas travailler avec, au moins récupérer où est-ce qu'ils sont arrêtés avant. Donc,
déjà, ça crée c'est une raison pour laquelle on ne peut pas garder les gens ici. Notre taux de rétention n'est pas vraiment où est-ce qu'on veut à cause de ça en premier lieu. L'autre raison pour laquelle on doit vraiment Madame McNee, êtes-vous encore une autre? Je pense qu'on a perdu Madame McNee. Ça fait garde en attendant qu'elle revienne. Je pense qu'on peut ramener peut-être là, le panel, puis on a justement là, des questions du public qui rentrent. Ben, tout d'abord, comment est-ce que la crise du coronavirus a apporté des opportunités au niveau là, de l'immigration puis tout ça? Parce que si on a beaucoup parlé de la situation avant la crise du coronavirus, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on voit des claires opportunités pour la suite? On peut commencer avec Richard. Écoutez, en termes d'occasion, j'en vois pas énormément d'un point de vue immigration. Pour le marché du travail, on pourrait peut-être en parler un peu davantage, mais juste avant de rentrer dans le sujet, j'aimerais vraiment renforcer le point que faisait Myriam, faisait Mme McNee, c'est que au niveau de l'immigration, c'est fondamental de s'assurer que l'on communique clairement et honnêtement les types d'emplois qui sont disponibles dans la province et que les attentes soient parfaitement communiquées. Simplement parce que ça ne sert à personne de vendre l'immigration sous de faux titres. Parce que l'employeur peut être déçu parce que le nouvel arrivant ne restera pas nécessairement une fois qu'il aura constaté que ça va être difficile pour lui ou elle d'occuper l'emploi qui lui permettrait de progresser au Canada. Et aussi parce que cette personne-là ensuite va communiquer avec d'autres personnes et communiquer sa frustration. Donc, pour moi, c'est fondamental parce que les gens parlaient beaucoup de l'aspect de rétention des immigrants. Et originalement, là, il y a quelques années, Ottawa nous disait il va falloir que vous améliorez votre taux de rétention si vous voulez avoir davantage d'immigrants. Ben, moi, ce que je disais, c'est cessez de vous inquiéter avec le taux de rétention. Cessez de vous inquiéter avec le taux de rétention. Assurez-vous que vous communiquiez efficacement. Si les gens décident d'aller ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick après une année ou 2 années, si les attentes avaient été communiquées, si on avait clairement communiqué auparavant de manière transparente, cette personne-là, ce couple-là, cette famille-là, si elle veut aller dans une autre province, elle est libre de le faire en vertu d'un droit qui lui est constitutionnellement accordé, tout comme toute autre personne qui vit au Canada. Donc, il ne faut pas trop s'en faire au point de vue qu'il y ait de la mobilité à l'intérieur du pays. C'est normal qu'il y ait de la mobilité à l'intérieur du pays et on en bénéficie. On a des immigrants récents de Toronto et d'ailleurs qui viennent au Nouveau-Brunswick. Donc, il ne faut pas constamment être fixé là-dessus. Parce que je disais aux gens, on est une petite province, c'est normal. Si quelqu'un quitte Toronto pour aller à Ottawa, il n'a pas quitté la province de l'Ontario, donc le taux de rétention est élevé. Si quelqu'un quitte Moncton pour aller à Amherst, là, tout d'un coup, on a un problème avec notre taux de rétention. Donc, je ne voulais pas m'étendre trop là-dessus, mais je pense que c'est important que les gens comprennent que tant qu'on communique clairement, que ça va aider la discussion sur l'immigration dans la province. Puis là, je vois que Myriam s'est jointe à nous de nouveau. Oui, Mme McNee, nous entendez-vous? Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à l'ordinateur, donc je vous rappelle par téléphone. Ben, regarde, il n'y a pas de souci. Justement, là, on discutait là, de l'importance de la rétention là, de l'immigration au Nouveau-Brunswick. Voulez-vous poursuivre là-dessus? OK. Ben, ce que je disais, c'est qu'une des raisons pour laquelle on doit... Un des facteurs qui vraiment sont importants pour la rétention, c'est quand on dit aux gens qui arrivent ici que vous allez travailler dans votre domaine, qu'il y a beaucoup de manque de main-d'œuvre, etc., on doit leur dire qu'ils vont pas, que leur diplôme, ils ne seront pas reconnus. Et donc, il faut prendre un moment, premièrement, pour réfléchir à ça.
spécifiquement, pourquoi leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et on parle bien de diplômes dans le domaine médical, d'ingénieurs, de métiers spécialisés professionnels, que les gens passent beaucoup d'années, plusieurs années en université pour enfin être diplômés, et puis ils viennent ici, ils pensent qu'ils vont aussi pouvoir pratiquer ici, etc. Et puis ils arrivent ici et ils ne pourront pas. Soit ils doivent reprendre des études et dépenser toutes leurs économies de toute leur vie pour être diplômés encore une fois, soit qu'ils doivent recommencer au bas de l'échelle. Pourquoi? C'est quoi la raison? On parle maintenant, tout le monde maintenant est plus confortable de parler de discrimination systémique, etc. C'est un exemple parfait. Quand tu regardes comment le domaine médical est réussi ailleurs, que les gens vont en Amérique latine ou en Europe ou en Afrique du Nord pour se faire soigner, l'anatomie est la même un peu partout. Quand tu te balades dans les rues de pays là où il neige, les immeubles et les maisons ressemblent beaucoup aux maisons qui sont bâties ici. Les normes, elles sont à peu près les mêmes. L'éducation, les informations, 1 plus 1 égale à 2 partout dans le monde. Ça n'a pas de sens que ces diplômes sont nécessaires pour avoir le score minimum, pour pouvoir être accepté dans un processus d'immigration, mais ils ne valent plus rien le moment où on atterrit au Canada. Donc ça, c'est une chose qu'on doit faire beaucoup de réflexion là-dessus. Il y avait peut-être un groupe de personnes qui se sont assis pour décider de la politique il y a des décennies en arrière. Ce n'est plus valable maintenant. Ce n'est plus le cas maintenant. Ça, c'est un premier point, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de projets qui sont réussis ici. Il n'y a pas de raison qu'on regarde où on essaie d'inventer de nouveaux programmes, de nouveaux projets. On peut regarder, par exemple, le projet Pilote Atlantique qui a commencé en 2017, je pense. C'était ma 2e année à Magma. Et puis, le projet était tellement réussi qu'on a choisi de faire une extension au projet de 2 autres années. Donc, pourquoi le projet a été réussi? Oui, parce que les gens, ils arrivent ici avec une offre d'emploi, s'ils sont à l'extérieur du Canada, mais aussi pour une raison très, très importante. Tout le monde qui vient ici à travers le projet pilote est passé avant d'arriver à travers une agence d'établissement pour faire un plan d'établissement et une analyse de besoins. En même temps, regardez les statistiques des immigrants indépendants qui sont déjà là. Si on examine un peu les chiffres, on va voir que 40% des immigrants indépendants qui arrivent comme résidents permanents ne passent pas à travers des agences d'établissement. Et donc, ça explique un peu pourquoi il y a des gens qui préfèrent aller ailleurs, ils n'ont pas eu l'assistance qu'ils veulent, ils ne savent pas qu'ils peuvent être assistés dans les écoles ou pour trouver une maison ou pour trouver un travail, etc. Donc, une recommandation que je pense est très importante et nécessaire, c'est qu'avant d'arriver ici, pour les travailleurs temporaires ou pour les résidents permanents ou pour n'importe quel programme d'immigration, il faut impérativement rendre obligatoire un rendez-vous ou une réunion virtuelle avec une agence d'établissement recommandée par l'immigration ou la province ou qui que ce soit. À ce moment-là, l'immigrant, il va arriver ici déjà avec un plan. Beaucoup d'obstacles qu'il aurait peut-être faire face 2 ou 3 mois après son arrivée, auraient été résolus avant l'arrivée. Je pense que j'ai pris un peu plus de 5 minutes, mais je peux garder mes points pour après. Je suis sûre qu'il y aurait des questions. Non, c'est vraiment intéressant là, parce que j'aime ça, on propose des solutions, puis c'est justement ce que Virage est à propos. Là. Mais justement, il y a beaucoup de questions, puis je pense qu'ont été répondues à mesure là, concernant là, les diplômes non valides. Je pense que c'est quelque chose qui a besoin de continuer à être adressé. Mais si on se dirige un petit peu dans une autre direction, puis comment est-ce qu'on fait pour promouvoir l'immigration? Parce que comme Richard l'a mentionné, c'est le moteur pour la croissance de la population au Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qui est l'avantage que le Nouveau-Brunswick aurait? Puis peut-être, qu'est-ce qui est un défi que le Nouveau-Brunswick aurait? On peut commencer là avec Nathalie. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu.
Défi pour les avantages pour le Nouveau-Brunswick, évidemment, il y a le coût de la vie qui est moins élevé ici que dans l'Ouest, en Colombie-Britannique, même qu'en Ontario, dans les grandes villes, les grands espaces. Hein, c'est un peu ce qui est déjà présenté lors de missions de recrutement, la nature. C'est des désavantages, c'est sûr, si des gens cherchent la grande ville, si des choses comme ça. De là à dire que c'est peut-être pas, c'est pas un désavantage. On dirait que ça revient au fait de dire un peu ce que Richard disait, de ne pas vendre quelque chose qu'on ne peut pas livrer quand ces gens-là vont arriver. De vraiment leur peindre un portrait réel de qu'est-ce que c'est avec les pour, avec les contre. Qu'est-ce que l'hiver, comment brutal que c'est ici, comment long que ça dure, tout ça. Il n'y a pas de grande ville, qu'il n'y a pas. Nous, quand on parle de Saint-Quentin, on essaie vraiment de dire qu'est-ce que c'est, le nombre de personnes, comment loin que c'est d'une grande ville, puis on met de l'emphase là-dessus beaucoup que c'est une communauté francophone. Si vous n'êtes pas prêt à faire des efforts pour apprendre le français, c'est vraiment de vendre qu'est-ce que c'est. Peut-être que en faisant ça, lors d'une mission, on va avoir moins de candidats, mais peut-être qu'ils vont rester plus longtemps, à long terme, que si on essaie de vendre le positif. Je sais que je n'ai pas vraiment répondu à ta question, mais C'est de bon, ce qu'on mais a entendu tantôt, je trouvais ça vraiment ajouté. Richard, dans cette direction-là, est-ce quelque chose que vous voudriez ajouter? Oh, votre micro n'est pas allumé. Je me suis... Bon, parfait. Je dis absolument. Plusieurs choses. Ce qu'on voit, c'est que l'immigration, pour l'employeur et la collectivité, c'est également un processus d'apprentissage. Les gens apprennent, ils voient qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ils vont en mission différemment. Certains employeurs, j'entendais une histoire où au départ, ils allaient dans les grands centres pour essayer de recruter, mais par la suite, ils ont réalisé que c'est peut-être mieux d'aller dans des endroits plus ruraux. Et puis, donc c'est un peu un défi d'apprentissage. Et puis, moi, je pense que l'une des occasions qu'on a comme petite province, c'est qu'on peut être plus agile pour mieux soutenir nos collectivités, mieux soutenir nos employeurs dans ces démarches-là. Parce que dans certains cas, c'est coûteux et ce n'est pas tous les employeurs qui ont la capacité de passer à travers tout le système d'immigration qui peut être très bureaucratique. Parlant justement de bureaucratie, j'endosse entièrement ce que Mme McNee a dit en ce qui a trait à l'importance qu'il y a un arrimage entre ce que le Nouveau-Brunswick offre comme emploi et ce que l'on cherche à attirer comme famille, comme personne, parce que, et c'est la force du projet pilote Atlantique, et je dirais, là je m'aventure, mais c'est la faiblesse du programme de points en général que l'on a pour l'immigration au sens plus large. Je vais m'arrêter là-dessus parce que je vois que le temps passe. Là. À ce point-ci, je pense qu'on va ramener là, les résultats du sondage que vous avez répondu là, au début de la conférence. La première question, qui était les changements démographiques du Nouveau-Brunswick en tant que défi de l'économie sont, il y avait 3 choix de réponse, sous-évalué, surévalué, puis pas du tout intéressant. Vous avez répondu à 95 sous-évalué. Donc, je pense que c'est pas surprenant. La deuxième question, le mieux-être des Néo-Brunswickois au cours des 20 prochaines années est mieux servi. La réponse avec le plus de répondants, 70 en augmentant la population avec l'immigration et en bénéficiant d'une plus grande diversité culturelle. Donc, justement, là, je pense que ça fait vraiment le tour là, de ce qu'on a mentionné. Là-dessus, j'ai un petit peu une question connexe. Comment est-ce que l'immigration se vit différemment au Nouveau-Brunswick, soit dans le contexte urbain puis rural? On peut peut-être commencer là, avec vous, Myriam. La différence, tu dis, entre l'installation dans une région rurale Oui, et... mais le processus, comment est-ce qu'on vend ça? Comment est-ce que ça se passe pour les immigrants, là, plutôt du côté urbain que du côté rural, comme on verrait à 50 ans? Est-ce qu'il y a des Ben, similarités? Est-ce que c'est tout à fait la différent? majorité des immigrants qui arrivent dans des régions rurales, à ce que je sache, c'est des immigrants qui arrivent à travers des programmes comme le travailleur
étrangers qualifiés ou bien le AIPP, le projet pilote. Donc, ils arrivent déjà avec des offres d'emploi, ce qui élimine la moitié du stress de l'établissement dans les premières semaines ou premiers mois. Donc, l'établissement reste à faire seulement pour le conjoint, les enfants s'ils doivent aller à l'école, etc. Mais quand on parle des régions des centres urbains, comme par exemple la région du Grand Moncton, etc., si les immigrants arrivent et qu'ils ne passent pas par des agences d'établissement, ils vont trouver beaucoup de mal, ils vont avoir beaucoup de mal à s'installer parce qu'ils n'ont pas l'expérience ni les connaissances. Ils doivent se connecter à une agence pour gagner du temps, pour que la plupart du stress d'établissement soit allégé par les agents qui sont experts dans ce domaine. Donc, l'établissement d'une région rurale ou urbaine ne dépend que à mon avis, du programme selon lequel l'immigrant arrive. Parce que si tu arrives avec une offre d'emploi, c'est beaucoup plus différent qu'arriver comme indépendant, comme immigrant indépendant. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est ce que j'ai compris de toi. Richard, Nathalie, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Nous, de notre côté, les immigrants qui arrivent pour le groupe Savoie arrivent tous avec une offre d'emploi. La plupart à travers le programme des travailleurs qualifiés. Puis, on a aussi quelqu'un dans la région qui est, je ne me rappelle pas son titre exact, c'est coordonnatrice en service d'intégration du Restigouche-Ouest. Puis, on a aussi le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest, le bureau de Winston, qui sert notre région. Qui s'est impliqué avant que la personne arrive ici. Il y a des échanges de courriels, il y a des appels, Skype, peu importe, pour trouver un appartement, pour une chose de base là, comme ça, pour quand la personne va arriver, qu'elle va savoir où aller. Après ça, une fois sur place, il y a quelqu'un qui va aller chercher à l'autobus. Habituellement, c'est la coordonnatrice d'intégration. Ils les amènent ici, on les rencontre. On est tout le temps disponible, nous autres aussi, pour les aider, pour quoi que ce soit, s'ils veulent aller à l'épicerie ou peu importe. Des fois, c'est des choses banales, mais pour eux, c'est pas toujours évident. Il y a quelqu'un qui les accompagne à Service Nouveau-Brunswick, à Service Canada pour leurs documents et tout ça. Ce côté-là est quand même, ils les amènent à l'école, ils les amènent dans les banques, ils font. Ce côté-là, je pense que ça va quand même bien. Hein, pour nous, en tout cas, c'est l'expérience qu'on a eue. Parfait. Richard, voulez-vous ajouter quelque chose là-dessus? Simplement pour ajouter. Oh, là, vous êtes. Votre micro est dans. Voilà. Deux choses rapides. La première, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de la différence entre l'impératif. On a parlé rural-urbain, mais il faut parler francophone, anglophone. Dans les années à venir, beaucoup de collectivités francophones du Nord sont très vieillissantes et pour prodiguer des soins aux gens qui vieillissent, il va falloir qu'on trouve des personnes qui peuvent bien communiquer dans la langue. Et c'est un défi pour les petits exploitants. Et si les petits exploitants ne peuvent pas y arriver, ce qu'on risque de voir, c'est que peut-être que ça va être de grands exploitants qui vont arriver avec davantage de ressources. Donc, il y a un grand défi de ce côté-là, très important. Le deuxième, avec la crise du COVID, ce que je crains, c'est particulièrement dans les grands centres, c'est que l'élan frais que l'on a eu au niveau de la construction résidentielle, on va probablement finir les projets qui sont en cours, mais j'espère que ça ne ralentira pas tellement parce que les taux d'inoccupation des logements sont faibles. Ce qui veut dire que d'accueillir 5 à 6 000 personnes l'an prochain, si on est déjà à presque zéro, ça va être difficile. Donc, il faut s'assurer qu'on ait l'infrastructure d'accueil physique. Ça commence par un logement pour les familles, des logements qui sont appropriés pour les gens qui nous arrivent. Et puis, je peux juste m'imaginer comment ça doit être difficile tant dans les grandes villes, mais aussi à 50 ans. Ça ne doit pas être simple parce que les baby boomers restent dans la collectivité, donc ça prend de nouveaux logements. Parfait. Ça fait que, regarde, pour terminer, là, je pense qu'on a un virage, on essaie de trouver des solutions. Qu'est-ce qui serait une piste ou la piste de solution la plus efficace, la plus innovatrice en matière d'immigration, au Nouveau-Brunswick? On peut commencer là avec Myriam. Ça, c'est ta voix s'est coupée, François. OK. Donc, qu'est-ce qui serait là une piste là, de solution pour l'immigration au Nouveau-Brunswick là, après le virus, le coronavirus? Une partie de la solution?
Oui, qu'est-ce qui serait une solution là, qui serait recommandée là, Ben, comme j'ai dit, le service pré-arrivée, connecter les immigrants avec une agence d'établissement, aligner le recrutement des profils visés avec le besoin du marché de travail. Pas la peine de attirer des immigrants qui ont une éducation postsecondaire quand on n'a pas besoin d'éducation postsecondaire, mais principalement dire la vérité quand on est en train d'attirer les gens à la province. Dire oui, c'est vrai que le marché de l'immobilier est moins élevé, moins cher qu'ailleurs au Canada, mais il n'y a rien dans le marché maintenant. Donc, il faut dire aux gens qu'ils vont mettre beaucoup de temps à trouver du logement permanent. Mais d'une façon générale, il faudrait examiner les politiques et processus d'immigration. Il faudrait examiner le système de points qui ne marche vraiment pas et puis s'inspirer du succès du projet Pilote Atlantique. Il s'est appelé Pilote parce qu'on doit analyser les résultats après et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, si c'est réussi, on doit en tirer des conclusions et changer les processus selon ça. Richard, pour votre part, qu'est-ce qui serait une chose à faire au niveau de l'immigration là, dans les prochaines années? Au niveau des pouvoirs publics, de faire de l'immigration ce que l'immigration est réellement, qui est le principal moteur de la croissance économique de la province. Donc, en faire une priorité et investir dans tout ce qui est ce que j'appelle l'infrastructure sociale pour accueillir les gens au Nouveau-Brunswick et logement, logement, logement. Il faut que ce soit la première priorité parce qu'on ne peut pas augmenter notre nombre d'immigrants de 5 à 6 000 à 10 000 si on n'a pas une stratégie claire, bien énoncée au niveau du logement. Merci. Puis, Nathalie, le dernier mot, là, selon vous, qu'est-ce qui pourrait être le plus utile en matière d'immigration? De notre côté, quelque chose que Myriam a parlé tantôt, les exigences des programmes. Nous, on utilise là, principalement le programme des travailleurs qualifiés. Mais souvent, les candidats, en respectant les critères demandés actuellement, nous, les postes qu'on veut combler lors de missions de recrutement, c'est principalement des opérateurs de machines en usine ou des postes du genre. Souvent, si des candidats qui nous arrivent, que c'est des ingénieurs ou c'est des gens spécialisés, le risque ou le taux de rétention va être peut-être difficile ou la rétention va être plus difficile à ce moment-là parce que ces gens-là vont vouloir travailler dans leur domaine. Parfois, on a des ouvertures dans le domaine ici, mais moins souvent quand même que les autres postes. Pour nous, c'est sûr qu'on veut que la personne puisse parler de base, au moins un peu l'anglais ou un peu le français, principalement pour des raisons de sécurité en usine, pour qu'on puisse communiquer à cette personne-là les risques, expliquer la tâche, tout ça. Mais la personne n'a pas besoin d'être une ingénieure ou d'avoir un bac, ou c'est sûr, peut-être un diplôme d'études secondaires pour les choses de base. Mais il n'y a pas beaucoup de programmes où, en tout cas, c'est difficile de trouver des gens qui entrent dans ces critères-là, ou si oui, s'ils ont très peu d'études, là, ils n'ont pas assez de points, ils ne vont pas qualifier pour le programme. Ça fait que ça, c'est un peu un défi. Sinon, pour nous, à Saint-Quentin, la francisation, je sais qu'il y a des belles choses de fait, mais je pense qu'il faudrait qu'il y en aura encore plus pour vraiment que ces gens-là peuvent devenir bilingues ou confortables en français assez pour pouvoir fonctionner dans la communauté, pour avoir accès à des promotions quand il y a des postes qui ouvrent. Souvent, c'est ça qui les bloque. Encore là, dans le but de les retenir à long terme, puis aussi d'avoir des francophones. Après ça, c'est sur le logement. C'est difficile à dire qu'est-ce qui pourrait être fait, mais le logement va rester un problème. Il va falloir... nous, de notre côté, on a même acheté quelques maisons qu'on va transformer en loyer parce que par urgence, on devait agir pour avoir des endroits à loger ces gens-là. Mais c'est un défi qu'on va continuer de faire face. Oh, ben, un dernier petit commentaire, juste pour faire renchérir sur ce que Nathalie a dit. Au niveau du logement, les pouvoirs publics doivent faciliter le processus et peut-être mettre un peu de financement ici et là où c'est nécessaire, parce que pour l'instant,
Dans les petites collectivités, peut-être que les gens vont prendre en charge la chose puis se convertir en propriétaires d'immeubles parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais dans les grandes villes, c'est plus difficile d'avoir cet arrimage-là. Donc, il faut avoir une stratégie beaucoup plus délibérée. Puis, tandis qu'on fait une stratégie pour les grands centres, on doit le faire pour l'ensemble de la région parce que ça va être le même genre de choses qui doit être nécessaire. La planification à long terme et les outils qui sont nécessaires pour s'assurer que les entrepreneurs, parce qu'on manque de main-d'œuvre dans la construction aussi, donc s'assurer qu'on fournit les incitatifs nécessaires pour que ce soit le bon genre de logement que l'on construit également. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour déjà notre 4e épisode de la série Virage. Donc, à tous ceux qui ont été là aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel prochainement avec quelques questions, un petit sondage. S'il vous plaît, prenez le temps de répondre. On cherche vraiment à savoir comment est-ce qu'on fait pour passer à l'action, puis qu'est-ce que la prochaine étape pour Virage NB. Donc, on vous rappelle de vous enregistrer à l'avance pour nos prochaines conférences à viragenb.ca. Donc, pour plus d'informations sur nos panélistes, nos conférences, puis le podcast, visitez notre site web, encore une fois, viragenb.ca, où vous pouvez aussi revisionner les conférences puis écouter les podcasts. Donc, sur ce, bonne journée, puis on se revoit la semaine prochaine.